Bonjour, on va pouvoir commencer. Merci beaucoup pour votre patience. On est super heureux de vous voir tous réunis ici à l'Insta Paris. On est très fiers que cette finale puisse voir le jour. C'était compliqué. À la fin, il y avait prévu un buffet qui ne pourra malheureusement pas avoir lieu. Mais ça sera bien quand même, ça compte pas. On a la chance d'accueillir un jury composé de 5 personnes aujourd'hui pour notre concours d'éloquence. J'ai commencé à ma droite par Monsieur Jamet, qui est chargé de communication éditoriale et presse de l'Insta Paris. Merci d'être avec nous. Ensuite, nous avons 2 membres de la Fédération francophone de débat. Donc, on a Hugo Roussel, le président, et puis Ismaël Bestanji, qui est la secrétaire générale. Merci à vous d'être présents avec nous. On a Benjamin Pipo, qui est président de l'Agora. L'Agora, c'est l'association d'éloquence et de conférences de l'ENSAE. Et enfin, on a Jean-Pierre Sbrer, directeur financier du groupe Total Énergie et parrain de la promotion de l'Insta Paris et de l'école polytechnique. Et nous sommes Bastien et Sarah, et nous sommes président et vice-président du B2 de l'Insta Paris. Donc ce soir, on va écouter en tout 6 candidats, 2 de chaque école qui sont donc l'Insta Paris, Polytechnique et l'ENSAE. On a choisi au total 3 phrases ou citations, et chacun des 6 candidats va traiter donc la thèse ou l'antithèse d'une de ces citations qu'on a avant tirées au sort. Ils vont parler pendant environ 7 à 8 minutes, et puis il y aura une petite phase d'échange avec le jury de 2 ou 3 questions. Et puis, après ces 6 passages, une délibération finale pour établir qui sont les grands gagnants de cette première édition du concours d'éloquence. Donc les 6 candidats par ordre de passage sont Paul Contamin de l'ENSAE et Thibaut Aîné de Polytechnique. Ces 2 vont vous présenter, vont pencher sur le thème « Toute langue appartient à ses locuteurs ». Nous aurons ensuite Philippe Nugne de Polytechnique et Ava Kouana de l'ENSAE qui plancheront sur le thème « Attendre son tour, c'est préparer celui des autres ». Enfin, Pierre Cantambert et Sixtine Watrigan de l'ENSTA plancheront sur le thème « Il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser ». Une citation qui est tirée de La Peste de Camus. On va appeler le premier candidat et on va lui souhaiter bonne chance pour lancer ce concours d'éloquence. Merci à tous. Le premier candidat est donc Paul Contamin de l'ENSAE. Toute langue appartient à ses locuteurs. Isolé dans des contrées boueuses vit un peuple installé là depuis peu. Une seule chose les précède, leur langue. Le métro, lui, n'est pas encore arrivé. Leur langue est belle et sonne bien. Elle a légèrement changé ces dernières années. Les mots taupe, HX, 5/2, école ont été remplacés par platal, petit cochon, sticks et surtout shotgun. Mais qu'importe, puisque personne n'est chargé de surveiller les règles de cette langue, on ne voit des dictionnaires qu'en cours de Python, le gros Robert n'est pas là et la rousse ne se trouve qu'au bar. Tout le monde vit en harmonie et cela va bien comme ça. Tout est au mieux dans le meilleur des mondes, l'on ne se pose pas de questions sur la paternité de la langue, on l'utilise, c'est tout. Certains veulent pourtant nous mettre des bâtons dans les roues. Depuis presque 500 ans, la langue n'appartiendrait plus à ses locuteurs. Les complotistes diront qu'un ordre mondial contrôle le destin de 66 millions de Français et de 300 millions de francophones. Les pragmatiques affirmeront qu'un service de gérontologie contrôle leur terminologie. La déontologie de cette philologie suscite chez les Français la hainnologie. Si l'habit ne fait pas le moine, il fait l'immortel. L'habit vert, l'épée, le bicorne, la cataracte, tout y est pour défendre la langue française en cas d'attaque. 40 immortels, 40 guerriers au meilleur de leur forme, prêts à utiliser l'arsenal des 1001 exceptions, les virgules ridicules, les hypalages sauvages, les litotes tautologiques, les oxymores mortels et le plus que parfait du subjonctif. L'on raconte que depuis l'origine, cette unité d'élite, d'immortels, résiste à tout. Ne vous fiez pas à leur allure décontractée et aux rameaux d'olivier, la langue française, c'est leur protéger.
Leur dernier fait d'armes est d'avoir résisté au coronavirus en imposant la Covid. Mais là, de telles directives, les Français n'ont cependant pas suivi, et là, elle l'a eu gros, la France galère. Mais pas de rétropédalage, les récalcitrants ont tort, l'Académie résiste et prouve qu'elle existe. Comment peuvent-ils si facilement mater les rébellions ? Première étape, lever le pont-levis. Parce que Sestuila, ce pont de l'art, lesté de tant d'amour et surtout de cadenas, voudrait partager le lit de la Seine, cette sirène qui ne cesse de faire des siennes. Pour déverrouiller les serrures, la mairie de Paris aura fait repêcher les clés dans le fleuve. Longue vie à Paris, la romantique, ville d'amour et d'eau fraîche. Seconde et dernière étape, un pamphlet ou une joute verbale. Et si malgré cela, un réfractaire tentait de s'approprier la langue, alors il serait vilipendé sur la Grand Place et on lui jettera l'opprobre sur France Culture. Ces mesures doivent normalement vous empêcher d'innover, de disrupter notre langue. Paradoxalement, les immortels diront qu'ils ne s'opposent pas à la modernité ou à l'innovation, ils perfectionnent les lettres. Mais comment peuvent-ils connaître les modifications à effectuer sur la langue ? Comment 130 nano% de francophones peuvent-ils savoir ce qui se jaquette à Vesoul, à Vierzon ou dans quelques femto-bourgades ? Ils croient qu'accepter les modifications spontanées dans la langue, c'est la dénaturer, que l'essence d'une langue, c'est de surplomber cette plèbe de pleutres en plâtré qui viennent placer leurs plantes sur les plates-bandes des platoniciens, plût-il aux cieux qu'ils ploient sous la pluie des plaintes plurielles des plumes du plus que parfait. Je vous vois placide face à mon plumitif de plouc, tout cela ne veut plus rien dire. Plus de plaisanterie. Pour eux, l'essence d'une langue serait d'user d'un vocabulaire raffiné dont en fait personne ne se sert. Elle serait d'apporter peu de nouveautés et de les annoncer en grande pompe. Leur crainte se résume finalement à l'histoire d'un bateau, le bateau de Thésée. C'est un bateau dont l'on change progressivement toutes les pièces, et une fois qu'il ne reste aucune pièce d'origine, peut-on encore dire que le bateau reste le même ? Je crois que oui, car l'identité d'un navire n'est pas conditionnée par sa matière. Tout changement de matériau n'est qu'amélioration de ce qui lui préexiste. Nous avons la même chose avec une langue. Nos amis académiciens se trompent de combat. D'une part, ils ne peuvent pas nous empêcher de changer les mots ou les expressions, mais surtout, même après les modifications, le français restera le français. Aucune langue n'est figée par nature, sinon c'est une langue morte. Je suis persuadé que le bateau de Taisez-vous a convaincu. En fait, je suis convaincu que la beauté de notre langue réside dans son adaptabilité. Nous vivons dans l'espace de liberté le plus absolu. Vous y croiserez à la fois ceux qui coordonnent et ceux qui coordinent, ceux qui résolvent et ceux qui solutionnent, ceux qui réfléchissent et ceux qui gambergent. Il est possible de tout dire. Les mots que nous utilisons font la langue, donc la langue, c'est nous. Le champ linguistique ne demande qu'à être cultivé. Chaque locuteur plante une graine, et si elle germe, la communauté de locuteurs s'en appropriera les pousses, mais personne n'ira à Fleury pour cela. Mais après avoir travaillé la terre, certains jardiniers demanderont autre chose à leur langue. Jeunes Français, ne soyez pas trop téméraires, le râteau peut vite remplacer la pelle. Je vous ai beaucoup parlé de notre langue, et cela est volontaire. Je ne m'aventurerai pas en dehors de celle-là. Ma connaissance des autres langues est très approximative et se résume à quelques mots. Lozère. Please mind the gap between the train and the platform. Bitte achten Sie auf die zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Cuidado con el espacio entre el vagón y el andén. Attenzione al gradino scadendo dal treno. Hashimoto ni gushu kudasai. Difficile à dire, mais plus facile à dire maintenant qu'après avoir grimpé les marches de Lozère. Nous avons vu qu'une langue n'a d'existence que parce que chacun s'en saisit. Chaque génération se l'approprie, la transmet et accepte de la voir modifiée plus tard. Elle doit pouvoir exprimer toutes les idées, toutes les technologies, en tout temps et en tout lieu. Ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est cette nécessité de s'approprier notre langue. Il faut l'utiliser comme bon nous semble, mais nous avons entre les mains une arme redoutable que nous devons mettre au service des causes justes, des causes qui comptent. Par le passé, des mots ont déjà changé la société dans laquelle ils ont été prononcés.
Servons-nous de ce pouvoir pour la changer à notre tour. Mais surtout, ne laissons rien ni personne nous ôter cette force. Après une telle discussion, l'on pourrait croire que le plateau est sur le point de se réveiller contre vents et marées et humidité, mais il n'en fera rien, car je sais qu'il se languit de mes circonlocutions. Alors, sans langue de bois, je vous laisse ici, après ce langoureux moment passé avec vous. Joyeux Noël, joyeuse langouste, et merci de votre attention. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Pourriez-vous nous dire, est-ce que il y a un monopole de la langue et qui détient le monopole de la langue? Vous savez, en tant qu'économiste, je sais que la concurrence pure et parfaite, ça n'existe pas. Alors, force est de constater que le monopole de la langue, il existe. Il est détenu par ceux qui l'utilisent, parce que même si j'ai cité quelques mots d'une autre langue, finalement, celle que j'utilise en exclusivité, c'est le français. Alors oui, il existe un monopole de la langue et il est détenu par ses locuteurs. Monsieur, moi j'aimerais que vous veniez à mon secours ce soir, puisque je vois que vous avez une certaine maîtrise de la question de la langue. Et du coup, je voudrais que, explication et démonstration à l'appui, vous m'expliquiez si l'on dit chocolatine ou pas au chocolat. Pour utiliser la rigueur que vous me demandez, je vais faire un raisonnement par l'absurde. En tant que... Admettons que je dise chocolatine, il s'avérerait que, en me rendant à la boulangerie du Panifique, je ne serais pas compris. La force est donc de constater que sur Palaiso, on se contentera de dire pain au chocolat. Merci beaucoup Paul. On va accueillir Thibaut Aîné de Polytechnique qui va défendre l'antithèse. Chers jurés, chers camarades, chers auditeurs, pardonnez-moi pour ce léger contretemps, mais pour s'attaquer à ce sujet de la langue, je préfère tourner cette fois la mienne dans ma bouche avant de commencer. La langue est sûrement ce qu'il y a de plus intime pour un peuple, de plus précieux. Alors, autant dire que l'on marche sur une corde sensible, une corde vocale. Et puisque cette assemblée se sent naturellement plus concernée par la langue française qu'elle a choisi de mettre à l'honneur ce soir, permettez-moi de citer Anatole France qui lui rendait ce vibrant hommage. La langue française est une femme, et cette femme est si belle, si fière, si noble, si juste, qu'on l'aime de toute son âme et qu'on ne peut lui être infidèle. Alors, trancher cette question de savoir à qui appartient la langue, à qui appartient cette femme, en dépit des images d'orgie linguistique qui me viennent à l'esprit, c'est nécessairement une querelle d'héritage. Et comme dans toutes les querelles d'héritage, le problème est d'abord monétaire. Qui possède la langue? Y a-t-il des individus qui la monopolisent? Puisqu'il existe des droits d'auteur, des droits à l'image, l'antithèse a décidé d'expérimenter ce soir les droits d'auteur sur les mots et s'engage donc à rémunérer toute la paternité des néologismes français. Grâce à cette boîte, parce que j'ai oublié ma tirelire cochon chez moi. Quelle est donc cette solution acadabrantesque? Acadabrantesque, justement. Néologisme rimbaldien, alors voici pour Rimbaud. À ce rythme-là, Franck Ribéry sera bientôt première fortune de France. Mais enfin, si vous n'avez pas le français aussi créatif que lui, il vous suffit d'ouvrir le dictionnaire dans lequel il y a encore pléthore de mots sur lesquels personne n'a pris droit. Je vous conseillerais le verbe être ou avoir, qui marque peu au Scrabble, mais offre de gros dividendes. J'espère que par la cascade de conséquences absurdes
qui en découlent, vous aurez été convaincu que la propriété de la langue ne peut pas être individuelle. Alors, j'interroge moi-même les termes du sujet. Peut-être cette propriété est-elle collective? Peut-être la langue appartient à ses locuteurs comme appartiennent aux Français la blanquette de veau, le bois de Frémontier dans la Somme ou bien l'air que nous respirons. Mais cette propriété collective est surtout le lot de quelques chefs cuisiniers, d'un cartel d'exploitation forestière ou d'usines aux rejets polluants dans l'atmosphère. Je crois que la propriété commune est surtout la porte ouverte à l'exploitation malveillante. Détourner les mots, les travestir, utiliser leur puissance symbolique à des fins de propagande et de publicité. Cela ne saurait être admis. Si la langue appartient à ses locuteurs, si tout le monde a son mot à dire, cela n'est jamais qu'une illusion démocratique et égalitaire. Tout le monde aurait son mot à dire, oui, mais pas n'importe lequel. Un mot qui soit d'abord admis par l'Académie française. La langue est détenue par une oligarchie de grammairiens qui détient les clés du dictionnaire. Alors, tout tube grammatical n'y entre pas comme cela. Tube grammatical, d'ailleurs, tube, Boris Vian. Et quand on sait que le mot pour désigner chanson populaire avant lui était saucisson, personnellement, j'ai envie de doubler la mise. Enfin, tout le monde a le droit d'exprimer son opinion, mais visiblement, certaines opinions valent mieux que d'autres. Qu'un intellectuel parisien, amateur de cinéma d'auteur, ou un Martiniquais qui n'a jamais posé le pied en métropole inventent tous les deux le même mot, et l'un est applaudi alors que l'autre est mal poli. Ce qui me rappelle une citation de Wittgenstein, « Les limites de mon langage sont les limites de mon propre monde », redoutable plafond de verre qui tient au maniement des adverbes. À peine la thèse vous a-t-elle appris que la langue vous appartenait, qu'il m'appartient de vous apprendre qu'on essaye de vous la voler. Après avoir compté les tantièmes de la langue, je me mets à compter les locuteurs. Et voilà que la capitale de la francophonie est Kinshasa. Eh bien oui, 14 millions de locuteurs contre à peine une dizaine dans l'agglomération parisienne. L'Académie française devrait urgemment déménager au Congo. Pourtant, il y a quelque chose de troublant à cela. Et moi-même, je suis troublé. Ce qui nous amène à considérer, est-ce que le fait de parler la langue suffit à se l'approprier? Si l'on continue notre voyage au Congo, est-ce que quelqu'un qui parle admirablement le français, car c'est la langue fédérale, mais dont la langue maternelle reste le katanga, peut-il se l'approprier? Devrais-je dire, doit-il se croire sorti de la cuisse de Jupiter ou le premier moutardier du pape? Encore connaîtrait-il le sens de ces expressions? Cela suffit-il à épouser 15 siècles de chrétienté et tout le corpus des belles lettres gréco-latines? Je crois que la langue est surtout un champ de bataille. Vous avez peut-être fait cette expérience, à passer du temps avec un ami, on développe le même tic de langage. C'est un petit peu ce que je veux dire. Chacun a un micro-pouvoir sur les gens qui l'entourent, décuplé par autorité et notoriété publique, qui lui permet d'imposer ses usages et ses faits de langue. Alors la langue n'appartient pas à ses locuteurs pour la bonne raison que le langage est au service des puissants. Et ceux qui n'ont ni travail, ni logement, ni espoir, ceux-là ne possèdent même pas leurs propres mots. Merci pour cette exposé.
si la langue est un champ de bataille, ne seriez-vous pas tenté de défendre l'idée de la France libre? La langue est un champ de bataille, mais pas forcément au sens où vous l'entendez. Je crois que la langue, c'est une bataille dans laquelle il y a surtout des combattants qui n'ont pas conscience de l'être. Si vous l'apprenez de ma bouche, c'est parce que chacun utilise sa langue sans pour autant savoir le pouvoir qu'il détient. Et c'est en cela qu'il n'y a pas tant des combattants de la langue qu'une langue des combattants. Et est-ce que justement vous voyez les académiciens avec leurs épées comme des combattants sur le front linguistique? Ah, ils essayent de nous pourfendre. Les académiciens qui sont les premiers à aimer notre langue, je pense, un petit peu comme les médecins sont les premiers à connaître les maladies. Pour autant, un médecin préfère un patient guéri qu'un patient malade. Donc, même si ils ont l'impression de protéger notre langue, je pense qu'ils l'enferment surtout dans un carcan sans en avoir conscience. Vous avez opposé la propriété individuelle et la propriété collective, et vous avez dit que finalement le problème c'était que le langage est une propriété collective, res commune, comme on dit chez les juristes éco-latins que vous affectionnez tant. Et pourtant, vous entendre, j'ai l'impression que c'est plutôt son appropriation privée qui pose problème. C'est la privatisation de la langue et la privatisation par une petite élite, peut-être les grammairiens, peut-être, je ne sais pas, j'aimerais savoir, qui est donc cette élite qui limite le monde pour parler de Wittgenstein? Tout à fait, je pense que cette langue, elle est limitée par les grammairiens, par les classes aisées qui ont également utilisé le langage pour se reconnaître. Encore eût-il fallu que j'eusse bien utilisé et que je conjugasse correctement pour obtenir ce poste. Parce que si nous n'avons pas des bases de grammaire et d'orthographe, c'est quand même nettement plus difficile d'obtenir un travail. Voilà. Donc je pense que c'est aussi une forme d'oppression par les classes les plus aisées. Monsieur Hennet, la langue française, ce soir, vous l'apprendrez avec ou sans accent circonflexe? Et pourquoi? Il y a un très joli poème que j'aime beaucoup, c'est l'accent circonflexe et la petite cédille. Je ne sais pas si... et en substance... Ah, je ne serais pas capable de le réciter. L'accent circonflexe, il se garde, je pense, parce que c'est le début d'une forme de poésie. Voilà. Ce sera tout. Merci beaucoup. Cher public, pendant que nos 5 jurys délibéreront pour désigner le vainqueur du concours d'éloquence, vous serez aussi amenés à délibérer entre vous pour élire le prix du public. Pour cela, nous distribuerons des papiers pendant la délibération. Donc soyez attentifs. Vous devrez voter pour un des 6 candidats en votant 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Le prochain candidat est Philippe Ligne de l'École Polytechnique. Et le sujet est attendre son tour, c'est préparer celui des autres. Bon courage. Mesdames et messieurs les jurés, camarades,
Je souhaiterais commencer par une brève mais curieuse anecdote. Après une dure matinée de partiel hier, je me réjouissais par avance du délicieux repas que je m'apprêtais à déguster au restaurant universitaire, le Magnan, pour les initiés. Malheur, j'y découvris une file d'attente interminable. Mais avec grande joie, je vis que mes amis étaient presque arrivés au bout de cette file et m'y avaient réservé une place. Je m'empressais alors de les rejoindre lorsqu'une figure grave et autoritaire se dressa devant moi. C'était un élève qui me dit « Tu dois faire la queue comme tout le monde. Tu ne dois pas me passer devant. » J'ai tenté d'user de mon plus beau verbe pour le persuader de me laisser sa place, ce qui, entre nous, me semblait légitime, mais rien n'y fit. Lui campait sur ses positions et m'assommait de proverbes moralisateurs, dont un qui m'a particulièrement marqué. Attendre son tour, c'est préparer celui des autres. Manquant alors à la fois de volonté et de charisme pour lui tenir tête plus longtemps, je me résolus à rentrer bredouille, bien que profondément révolté. Heureusement, j'avais plus d'un tour dans mon sac. Un footing et quelques révisions plus tard, je revins sur ce dicton, concluant qu'il était aussi absurde que son émetteur. En effet, comment diable attendre, qui est fondamentalement passif, peut être relié à une sorte de préparation, surtout vis-à-vis de l'autre. Je veux bien croire que l'attente soit une norme sociale légitime. Si personne ne respectait les files d'attente, comment pourrait-on s'assurer que tout le monde soit servi ? Pour autant, ce n'est pas naturel. Et c'est d'ailleurs un défi majeur de l'éducation des enfants. L'attente est au cœur de notre vie. Petite statistique sortie du chapeau, comme par magie, nous passons en moyenne 27 jours de notre existence à attendre un train ou un bus. Et je ne parle pas de la SNCF. On attend au supermarché, dans les parcs d'attractions, au restaurant, à la gare, aux toilettes. Mais pourquoi ? L'attente est le fruit de la confrontation de l'individualité à l'altérité. Si cela n'est pas notre tour, c'est parce que c'est le tour de quelqu'un d'autre, qui, légitimement ou pas, doit voir son désir ou besoin comblé avant le nôtre. Ô frustration désolante qui déchire nos âmes d'enfants si individualistes. Attendre son tour, c'est ainsi accepter celui des autres. Mais accepter, cela reste passif, qu'on le veuille ou non. L'attente est un phénomène subi et non naturel dont on souffre tous les jours amèrement. Alors, depuis 20 siècles, les plus grands intellectuels tentent d'y conférer un sens. Tout vient à point à qui peut attendre, François Rabelais. Vivre, c'est espérer et attendre, Étienne de Senancour. Le véritable travail, c'est de savoir attendre, Fernand Houliette. Je pourrais tous les faire, et cela aurait la vertu de vous faire attendre, car vous êtes tous impatients d'entendre ma chute, mais je serai bref. Nous attendons car nous vivons en société, car on a signé un contrat social, que l'on soit adulte ou adolescent, bourgeois ou ouvrier, citadin ou campagnard, X ou centralien, pain au chocolat ou chocolatine. Je crois en l'égalité des chances. Pardonnez-moi, je me suis mal exprimé. Je crois en la chance de l'égalité, au quart d'heure de célébrité dont parlait si fièrement Andy Warhol. Je me permets une métaphore audacieuse dont vous me direz des nouvelles. La vie est une partie de risque, R-I-S-K. La société, en quelque sorte, un jeu de société. Nous commandons tous une armée, somme toute limitée, mais qui a ce potentiel de conquérir le monde. Vous admettrez cependant que les configurations initiales ne sont pas toujours très bien réparties. J'ai personnellement, par mon passif de mauvais joueur, toujours râlé, à chaque fois qu'un joueur débutait la partie, en maîtrisant les 3/4 de l'Océanie ou de l'Afrique. C'est profondément injuste, mais passons. Le propre de ce jeu, c'est que le succès de l'un implique la déroute de l'autre, et qu'ainsi plusieurs joueurs ne sauraient être simultanément victorieux. Pour autant, la grande roue de la chance tourne, et chacun au cours de la partie aura son heure de gloire. Un double 6, 10 renforts additionnels, de bonnes cartes. L'attente se prépare, et la préparation se fait attendre. Alors les stratégies fusent, alliances éphémères, pactes de non-agression, collaboration locale.
pour l'avoir testé avec succès à de multiples reprises, se prémunir de la gloutonnerie du plus fort en le soutenant lorsque l'or est dans son camp, cela marche du tonnerre. Je vous le conseille. Je ne garantis pas que vos amis resteront amis à la fin de la partie, mais qu'importe, après tout, seule la victoire est belle. Ce plan d'une des plus fins stratèges est tellement efficace que même les politiques les plus chevronnés en font abondamment usage. Leur tour venu, la veste est bien vite retournée et les principes enterrés au milieu de magnifiques costumes et de pain au chocolat, à prix défiant toute concurrence. Qui de mieux pour l'illustrer que notre président, chef d'État et employeur pour les X et fonctionnaires éventuellement dans cette salle. Emmanuel Macron a su habilement obtenir les faveurs de François Hollande au seul moment de sa carrière où ce dernier était populaire. Mais quelle popularité! Qu'il a hissé jusqu'à la fonction suprême à l'Élysée. Alors, secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Macron se montre au soutien indéfectible de son camarade socialiste et en vient même à être qualifié d'homme de gauche. Ensuite, ministre de l'économie, idem. Et enfin, quand le moment est venu, le voilà qui se désolidarise du faubourg Saint-Honoré pour y revenir cette fois en tant que monarque républicain et locataire principal. Quel coup de force! Anne Fulda, dans son livre Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, écrivait, je cite, « Il a observé beaucoup, s'est rendu indispensable, incollable. Il a intégré le système dont il est un précipité parfait, pour mieux s'en détacher, et se présenter en comble en candidat anti-système. Alors, je suis retourné voir mon cher ami du restaurant. Après les remerciements dus pour m'avoir fait tant réfléchir sur un sujet si complexe, je lui dis avec fierté, « Mais vois-tu, il y a deux façons d'attendre. La manière individualiste et la manière collaborative. Dans le premier cas, tu te places en champion sur ton fauteuil doré et gaspilles ta si médiocre énergie en une paranoïa maladive, croyant que tout le monde veut prendre ta place. Dans le second cas, tu comprends que le monde n'est pas si vertical que cela et tu t'ouvres à l'entraide, la camaraderie, même si tu ne perds pas de vue la compétition qui nous surplombe tous. Alors oui, mesdames et messieurs les jurés, camarades, préparez le tour des autres. C'est la meilleure des choses à faire en attendant le sien. Enfin, une morale dans laquelle l'altruisme, même intéressé, est rétribué à sa juste valeur. Merci. Oui, bonsoir, merci pour ce très brillant exposé. Je ne suis pas certain d'avoir compris finalement quelle allait être votre stratégie à vous pour finalement arriver au premier rang, au final. Alors la stratégie, c'est être, je dirais, au bon endroit, au bon moment. Et c'est l'exemple que j'ai cité, à savoir attendre son tour, mais en soutenant ceux dont c'est leur tour. Et en les soutenant, par ce mouvement vers les autres, on peut obtenir les clés du succès. Donc les clés du succès ne sont pas dans l'attente individualiste, mais dans l'ouverture à l'altérité. Même si ça suppose de travailler à la fin. Malheureusement, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Je ne serai certainement pas la première à vous jeter la pierre pour ce qui est de griller les files d'attente dans les cantines, mais pour en revenir à votre théorie sur l'attente, est-ce qu'à griller les queues, on ne risque pas de finalement devenir précoce ? Alors, je vais prendre votre propos au sens
littérale au premier degré. Je pense que c'est une question de régulation personnelle. En fait, c'est à nous de savoir si vouloir aller trop vite, c'est positif ou négatif, mais en tout cas, dans cet exemple de la file du Magnan, je suis convaincu que si mes amis m'avaient gardé une place, c'était pour une bonne raison. Donc, fort heureusement, je me sentais dans mon bon droit. J'ai une question pour vous. Au Moyen-Âge, on interdisait l'usure parce qu'on considérait que le temps appartenait à Dieu et que l'usure était donc un vol. On volait Dieu. Je vous pose la question aujourd'hui, à qui appartient le temps? Si j'étais Dieu, ce qui est déjà une supposition assez audacieuse, je donnerais le temps aux hommes. Parce que comment, à moi tout seul, je pourrais gérer le temps de 7 milliards de personnes? Je trouve que c'est peut-être un petit peu ambitieux. Donc je laisserai chaque être humain décider de son temps, être propriétaire du temps qu'il passe sur la planète. Bonsoir. À la fin de votre exposé, vous avez distingué deux types d'attentes. Où se placeraient les 5 demi qui attendent longtemps l'arrivée nouvelle des concours? Alors, j'ai tendance à penser, je vais prendre un exemple personnel, que parfois certains 5 demi, eh bien, ont fait le bon choix en redoublant et en n'étant pas admis en deuxième année. Parce que être dans la promotion 2019 de l'école polytechnique, ça a imposé un certain nombre de sacrifices, notamment une partie de la vie associative à distance chez nous. Et j'avoue que dans cette circonstance-là, j'aurais aimé être né peut-être un an plus tard et avoir pu, en quelque sorte, rater mes concours pour les réussir un an après, quand la situation était meilleure. Donc, c'est peut-être inconsciemment une stratégie, une anticipation du Covid. Merci beaucoup. Maintenant Ava Kouana de l'ENSAE va défendre l'entreprise. Ce soir, à quelques secondes de monter sur scène, ma jambe ne daignait pas cesser de trembler. Assise sur mon siège, je trépignais d'impatience. J'ai senti un frisson me parcourir le corps, me conquérir et proliférer. Ça y est, c'est enfin mon tour de m'avancer et de tout haut m'écrier « Au diable ! Au diable d'octroyer la priorité aux autres et d'ourdir leur tour au détriment du mien. » Pardon. Galvanisée par mon courroux, j'en ai oublié de me présenter. Mais enfin, ne me reconnaissez-vous donc pas? Non, vous ne me reconnaissez pas. Et pour cause, pendant 30 ans, 30 longues années, ça a toujours été le même refrain. Car un à un, grâce à mon phrasé, d'autres que moi ont embrassé leur destin. En bref, j'étais rédactrice de discours pour hommes politiques hautains. Et jusqu'aujourd'hui encore, résonne comme une promesse cette phrase qui me hante. Ne t'inquiète pas, la prochaine fois, ce sera ton tour. Ainsi, j'ai rédigé Cochin pour en récolter moins que rien. J'ai rédigé Johannesburg pour ne rien connaître en retour. Et maintenant qu'il m'est enfin offert une tribune et que ma voix dans ce silence vous importune, permettez-moi de m'épancher sur ce qui trouble mon âme. Savez-vous ce que l'on ressent lorsque, comme moi, toute sa vie durant, on s'est efforcé à préparer le tour des autres plutôt qu'à préparer le sien?
Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Alors de grâce, cher jury, chers candidats à ce concours d'éloquence, et cher public, épargnez-moi votre bien-pensance et vos leçons de morale. Car lorsqu'on le vit de l'intérieur, on a le droit d'être furieux. Aujourd'hui, j'ai la cinquantaine rayée. J'ai honte de confesser qu'à force de préparer les discours des autres, je n'ai jamais eu la chance de prononcer les miens. Pourtant, lorsque la colère se dissipe, on réalise que pendant qu'on attendait son tour, on n'a pas vraiment préparé le tour des autres. Non. On a préparé le sien. Pendant tout ce temps, j'ai observé, j'ai appris, j'ai jugé ces politiques, à qui j'ai insufflé de la matière grise, eux qui n'étaient que matière inerte. Certes, j'étais celle qui, se croyant chargée d'un destin messianique, attend patiemment son tour, prépare placidement celui des autres, puis finit par laisser passer son tour au profit d'hommes vils qui n'avaient pour eux ni le talent, ni le charisme, ni la prestance. Tout de même, j'ai beaucoup appris. Imaginez un peu, en 2013, je m'éreinte à rédiger le discours d'un homme politique que vous connaissez tous. J'ai nommé le Daft Punk de la politique, qui, se rendant au Japon, n'avait alors qu'une seule petite mission. Lire les quelques mots inscrits sur sa feuille, que dis-je, lire les quelques mots que j'avais inscrits sur sa feuille. Il devait présenter ses condoléances au peuple japonais. Et lui, président, il présente ses condoléances au peuple chinois. Enfin bon. Maintenant, tout cela n'a plus d'importance. Aujourd'hui, 16 décembre, je le sais, j'en suis sûre, j'ai suffisamment appris. La vie m'a réunie avec mon destin. Et c'est mon moment de connaître mon tour. C'est un peu tard, me direz-vous. Si cette remarque vous vient à l'esprit, c'est que vous êtes astreint par la même impétuosité que ces pleutres qui gâchent leur tour. C'est que vous n'êtes pas prêt à lutter contre vos émotions les plus primitives. Si cette remarque vous vient à l'esprit, c'est que vous n'avez pas bien compris ce dont il s'agit. L'entreprise est ici de savoir reconnaître son kairos, ce petit dieu ailé de l'opportunité qu'il faut savoir saisir lorsqu'il pointe le bout de son nez. Mais reconnaître son kairos n'est pas aisé, et j'ai mis 50 ans pour comprendre quand est-ce qu'il allait arriver. Durant ces 50 longues années, j'ai accepté de mûrir, d'évoluer, pour un jour savoir m'envoler. Et oui, bien sûr. On pourrait croire que la plus grande difficulté quand on attend son tour, c'est d'empêcher les autres de nous dépasser. Alors qu'en réalité, la plus grande bataille à mener, c'est plutôt de lutter contre l'infernale attente, celle de connaître son tour. Car comme Louis XIV le disait, c'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. Et en l'occurrence, c'est toujours l'impatience de connaître son tour qui nous le fait gâcher. Combien j'en ai connu, des jeunes poulains qui observent leurs aînés, ces grands chevaliers qui n'ont pas le temps de les dresser, mais asservis par leurs œillères, vite, vite, ils veulent ressembler à ces premiers-nés qui ne font que briller. Ils prennent du galon, s'agrègent à la compétition et espèrent trop vite devenir champions. Jouent de tout sabot pour évincer leurs rivaux, mais pas assez préparés, ils se sont effondrés. Alors, je vous le demande, est-ce que par peur de s'effondrer, comme ces jeunes poulains, on ne doit donc jamais s'élancer? Est-ce à dire que l'on doit patiemment attendre son tour, quitte à ce que celui-ci ne vienne jamais? Bien sûr, je vous concède. Attendre patiemment son tour, cela semble bien moins gratifiant. On se sent lésé, voire oublié par le destin qui n'en aurait que faire de nous
On devient fou. On finit comme Ribéry, par espérer que la roue tourne va vite tourner. Mais à la croisée des chemins, 2 options s'offrent à vous. Soit, première option, vous laissez emporter par la logique de la compétition permanente entre les individus. Vous décidez de vous abandonner à la fougue de l'impatience. Grand bien vous fasse. Mais dans ce cas-là, vous finirez malgré vous par préparer le tour des autres, parce qu'ils prendront votre place, que vous avez bêtement gâchée. Soit, deuxième option, vous refusez cette impatience. Vous décidez courageusement qu'attendre son tour n'a rien à voir avec les autres. Vous vous recentrez sur vous. Et enfin, vous comprenez, tout étonné, qu'au fond, attendre son tour, ce n'est pas préparer le tour des autres. Parce que personne d'autre que vous n'aurait pu prendre votre tour. Merci. Alors j'aurais une première question pendant que les éminents collègues allument leur micro. Finalement, pourquoi êtes-vous aussi impatiente d'avoir 50 ans, de vous placer dans le rôle que vous avez très bien incarné aujourd'hui? Parce que finalement, la question de l'attente, c'est une question de leçon de vie. On a tous des traits de caractère qui sont plus ou moins proéminents, et on peut se demander ce qu'on deviendra dans quelques années. On peut se demander si on aura des regrets vis-à-vis de la manière dont on a agi. Et je pense que le meilleur moyen pour se comprendre, et pour comprendre ces traits de caractère, c'est justement d'être capable de se projeter et de se demander ce qu'on serait devenu à 50 ans, parce que j'ai pas encore 50 ans, et de se demander comment ces traits de caractère vont évoluer, et donc en conséquence, comment je peux les changer moi, maintenant, à mon âge, à 20 ans. Merci. Et vous, ce soir, personnellement, comment vous avez vécu cette attente à un moment de monter sur scène? Avez-vous peur que vos collègues prennent votre tour? Eh bien, justement, le premier réflexe que j'aurais dû avoir, ça aurait été d'être extrêmement impatiente. Et plus je réfléchis sur la notion d'impatience, plus je me dis qu'en réalité, je peux la contrôler, cette impatience. Et ce soir, au lieu de me demander si d'autres que moi vont passer avant moi, vont prendre ma place, je me suis simplement dit que si c'est ma place, personne d'autre que moi la prendra. Elle est à moi. Vous avez parlé du kairos, de ce que Machiavel appelait la fortuna. Comment est-ce qu'on saisit ce petit moment ou ce long moment? Comment est-ce qu'on fait pour savoir? Là, justement, je pense que le meilleur moyen de savoir quand sera son moment, c'est de tout le temps réfléchir au moment qu'on est en train de vivre. Si j'ai aucun recul sur mon existence et que chaque instant, je le vis de plein fouet, je serai incapable de savoir quel est mon moment. Mais quand on a la capacité justement à essayer de se projeter plus loin, à se projeter dans quelques années et à se demander ce qu'on veut vraiment, alors on sera capable, quand cette chose se présentera, de se dire c'est mon moment, parce que c'est ce que je veux vraiment, parce que j'y ai réfléchi avant. Et c'est une opportunité qui ne reviendra pas. Voilà, donc je pense que c'est uniquement par l'introspection, par la réflexion, parce que son moment, c'est personnel. C'est pas celui des autres. En l'occurrence, la femme que j'interprète, son moment, c'est de passer en concours d'éloquence. C'est d'avoir ces quelques secondes de gloire. Et ça pourrait paraître dérisoire de se dire que quelqu'un qui a travaillé pour des hommes politiques, son seul moment, ce serait de passer une seconde sous la lumière. Mais au fond, si c'est son moment, si c'est ce qu'elle veut vraiment, alors c'est son kairos.
Nous allons maintenant accueillir Pierre Cortenberg de l'ENSTAR sur le sujet issu de La peste de Camus. Il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Bon courage. Pierre Cortenberg. Camp d'extermination, 6 millions de morts. Grande famille en Ukraine, 11 millions de morts. Goulag, 15 millions de morts. Famine en Chine, 35 millions de morts. Laogai, 25 millions de morts. Attentats, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Tant d'événements tragiques, tant d'actes inhumains qui recouvrent l'histoire d'une honte indélébile. Oui, il y a dans les hommes des choses à mépriser. Oui, l'homme n'est pas parfait. Mais pourtant, Camus, dans La peste, nous dit « Il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. » Je vais essayer d'expliquer cela pendant 7 minutes pour vous montrer que Camus a raison, donc accrochez-vous. Alors, pour ceux qui, comme moi, n'ont pas lu Camus et pas lu La peste avant, je vais vous faire un bref résumé de ce qui se passe. Donc, La peste, c'est l'histoire des habitants d'Oran lors d'une épidémie donc, de peste. La ville est confinée et les hommes vont alors avoir de diverses réactions. Donc, à la fin, il y a plein de morts et à un moment, l'héros dit « Il y a dans l'homme plus de choses à admirer qu'à mépriser ». Vous l'avez compris. Donc, avant toute chose, je vais vous demander à réfléchir à 2 questions. Donc la première, est-ce qu'il y a dans votre vie, dans votre entourage, etc., quelqu'un que vous admirez? Et aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie, votre entourage, etc., quelqu'un que vous méprisez? Donc dans ma réflexion, je vais avoir 3 points. Le premier, c'est, grâce à Camus, on comprend mieux ce que c'est qu'être un être humain. Le deuxième, je vais vous montrer pourquoi la peste, ce n'est pas la guerre des étoiles. Et enfin, je vais vous dire pourquoi Camus n'est pas un ringard. Le meurtre est inhumain. Le viol est inacceptable. L'inceste est condamnable. Fumer du cannabis est illégal. Tant d'expressions pour décrire les vices de l'homme, ce qui est méprisable chez lui. Ce qui n'est pas l'homme en réalité. En réalité, c'est bien la possibilité de l'humanité de se racheter par des actions admirables qui lui permet non pas de se dépasser, qui lui permet non pas de dépasser sa condition, mais bien de l'incarner. Ainsi, les chrétiens définissent les travers, ce qui est méprisable chez l'homme par des péchés, et cherchent à retrouver leur salut. Tant de choses admirables qui nous rendent uniques. Je vous ai parlé des choses, les pires choses de l'humanité, mais vous connaissez tous des choses que vous adorez, qui rendent les choses admirables. J'espère que quand je vous dis ça, vous pensez à l'amour, à l'art, à la philosophie, aux mathématiques et à toutes ces disciplines qui rendent l'homme une espèce unique, une espèce au-dessus de toute autre espèce qui fait que nous sommes admirables. Et la particularité de l'espèce humaine est aussi que l'homme voit en l'homme le mal que l'homme peut commettre. C'est un peu complexe, mais j'espère que vous l'avez compris. En gros, l'homme est tellement admirable qu'il arrive à se critiquer. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. Donc, par exemple, les procès de Nuremberg ont permis à l'homme d'établir des nouvelles lois. La loi permet de gouverner notre liberté, notre société, et permet à ne plus être méprisable. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous connaissez des gens que vous méprisez. Je suppose que vous avez répondu plus facilement à cette question qu'à la première. Et oui, c'est facile de critiquer. Oui, c'est facile de mépriser. Pour autant,
vous avez tous des exemples de personnes admirables. Donc dans ma deuxième partie, je vais vous dire que admirable, pas admirable, vous le savez tous, ce choix n'est pas vraiment binaire, il y a un curseur à mettre. Et la peste, c'est un peu ce curseur qui met Camus. Donc les gens choisissent d'agir ou non lors de cette épidémie. Il y a des gens qui volent, il y a des gens qui tuent, et il y a d'autres qui essayent de se battre pour le bien de tous. Et ainsi, c'est pour ça que la peste, c'est pas Star Wars. Star Wars, vous êtes bien, vous êtes mauvais. Dans la peste, c'est un peu plus complexe. Donc le livre est sorti en 1947. On pourrait penser que Camus a une vision optimiste et pleine d'humanité. On est au sortir de la guerre et on pense ce que disait le général. Toute la France a été résistante. Mais vous savez que ce n'est pas le cas. Vous connaissez les défauts de tous et de notre histoire. Et dans l'histoire, on a les exemples des hommes qui sont restés célèbres malgré leurs crimes. Le général de Gaulle lui-même, qui a travaillé à la libération et la reconstruction de la France, mais qui a été énormément critiqué sur sa gestion des événements d'Algérie. César aussi, qui a apporté un grand héritage à notre culture latine, mais qui a créé son empire au détriment de certaines civilisations et de peuples. Aussi Napoléon, qui pour notre patrie a apporté le code civil, le code pénal, mais qui malheureusement a rétabli l'esclavage. Donc là, je vous parle de grandes personnes qui ont créé l'histoire, mais c'est aussi le cas pour chacun d'entre vous. Vous êtes admirable aussi. Donc, en fait, j'ai appris que le livre La Peste, donc quand j'ai fait mes recherches, avait boosté ses ventes lors du Covid. Parce que face à une nouvelle pandémie, tous ont eu le choix de propager le virus ou de l'endiguer, de la même manière que pendant la peste, les gens avaient le choix de tuer, voler, etc., ou d'endiguer cette épidémie. Et je trouve ça admirable, l'engagement de tous les personnels soignants qui n'ont pas compté leurs heures. C'est aussi admirable l'effort de toute une nation pour porter secours à ses membres les plus fragiles. C'est admirable de continuer à lutter après tant de mois, tant de vagues, tant de restrictions. Donc aujourd'hui, l'humanité souffre aussi d'une autre honte, d'une autre chose qui est méprisable. Un cataclysme créé par l'être humain lui-même et qui peut arriver à la perte de l'être humain qui est tant admirable, comme je le dis depuis le début de mon discours. Et ça, c'est le non-respect de la planète. Aujourd'hui, les cataclysmes climatiques est un réel enjeu. Et je vais vous faire une confidence. Je pense que même s'il y a eu des choses méprisables, on est encore plus admirable face à ces cataclysmes et il y a un réel enjeu. Même si je connais le défaut de certains d'entre vous, je sais que vous allez agir pour les autres. Et il y aura demain et chaque jour de nouvelles occasions pour être admirable ou méprisable, mais tant que l'humanité survivra, elle restera admirable. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé des belles choses qui Oui. donnent envie d'admirer l'humanité, les mathématiques et la philosophie. Mais ces mêmes choses, ces mêmes disciplines ne permettraient pas dans le même temps de théoriser et d'exécuter le pire, des choses que vous avez citées au début, de l'extermination, contre les difficiles. C'est vrai que ces outils peuvent créer le pire, mais en fait, ça dépend vraiment de chacun, de comment utiliser ces outils. C'est-à-dire qu'il y a des disciplines qui font que l'homme est au-dessus parce qu'il est plus intelligent, mais ce qui fait vraiment sa qualité d'admirable, c'est son autocritique par rapport à ce genre d'outils.
Et c'est le même problème qu'avec l'écologie. Ça a été admirable de faire plein de découvertes technologiques, mais au détriment d'autres choses. Et c'est ça qui est méprisable, c'est le détriment d'autres choses. Et donc c'est admirable de bien réagir face à ça. Vous avez posé une question, mais oui. J'aimerais vous la renvoyer du coup. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la personne que vous admirez le plus et la personne que vous méprisez le plus? Alors, j'ai essayé de me poser la question et c'était difficile. Donc, le plus facile, le méprisable, c'est quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'avais un peu un ennemi dans ma classe, donc bon, c'est facile. Voilà, j'ai mis le côté. Lui, j'ai jamais cherché à comprendre s'il était bien, il était méchant. C'est quelqu'un que j'ai méprisé, puisqu'il me méprisait aussi. Aujourd'hui, peut-être que ça pourrait être admirable que j'apprenne à le connaître. Voilà. Et la personne que j'admire le plus, je pense que ça a été... Bon, c'est un peu cliché, mais je pense que ça a été ma mère, parce que au début, je l'admirais. Après, bon, avec l'adolescence, on a tendance à mépriser ses parents, à avoir un refus. Mais c'est vraiment elle qui a apporté le sens d'être humain, d'être un être humain dans la vie, c'est-à-dire de critiquer en fait les autres pour mieux les apprécier. Puisqu'il y a plus de choses à mépriser, à admirer qu'à mépriser chez les hommes, on admet qu'il y en a quand même aussi à mépriser. Vous avez parlé de beaucoup de monde, de Gaulle, vous avez un sacré effectif dans votre discours, mais vous, qu'est-ce que vous admirez et qu'est-ce que vous méprisez chez vous? Alors, comme je l'ai dit au début, je parlais de la religion, donc des chrétiens, avec les péchés, les choses méprisables. Et ce qui était admirable, c'était justement le rachat et en fait faire des bonnes actions d'une certaine manière. Donc je pense que c'est assez c'est subjectif, mais ça reste très objectif dans le sens où il y a tout un héritage philosophique de ce qui est admirable, ce qui est méprisable. Donc chez moi, je pense que ça va être mon manque vers les autres, ce qui est méprisable. Et ce qui est admirable, c'est justement d'aller vers les autres et de permettre aux autres d'établir leur capacité à devenir eux-mêmes admirables. C'est tout pour le moment. Merci Pierre. Pierre. Nous accueillons maintenant Sixtine de Matrigan de l'ENSTA qui va défendre l'antithèse du sujet il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à faire. Sixtine de Matrigan. Donc, me voilà il y a quelques jours, recevant de la part des organisateurs mon sujet pour ce concours. Je lis la première ligne du texto qu'on m'envoie. Il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Camus. Alors c'est une affirmation très positive, une affirmation qu'on a envie d'entendre, et somme toute un sujet qui me paraît plutôt facile. En bref, je suis ravie. Et alors je continue à lire le fameux texto et je vois « Sixtine, tu défendras l'antithèse ». Alors là, c'est l'abattement. L'antithèse, c'est négatif, c'est noir, je trouve ça stérile. Et puis, de toute façon, à ce moment-là, j'ai déjà décidé que j'étais d'accord avec la thèse. L'antithèse, c'est « il y a dans les hommes plus de choses à mépriser que de choses à admirer ». Moi, j'aime les gens, j'admire tout un tas de personnes, et je trouve souvent chez les autres bien plus de qualités que de défauts. Donc, de manière générale, je ressens bien plus d'admiration que de mépris. Je ne crois pas du tout en ce que je vais raconter, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer? Parce que bon, j'espère quand même bien gagner le premier prix, la Ferrari promise par l'organisation. Je suis donc très déçue. Je sais que je vais avoir beaucoup de mal à être convaincante, et je pense à mon ami Pierre, que vous venez de voir passer. Lui, il a reçu la thèse, le chanceux,
Il va pouvoir nous faire un discours plein de positifs, rempli de paillettes, de bons sentiments et d'utopie. Et justement, Pierre, parlons-en de Pierre. Typiquement, je l'admire profondément. Chez lui, c'est sûr, il y a beaucoup plus de choses à admirer qu'à mépriser. Vous l'avez vu, Pierre est intelligent, vif d'esprit, éloquent, il fait d'excellents cocktails. Comment vais-je réussir à être convaincante si Pierre, qui défend la thèse, en est l'incarnation parfaite? Et donc j'en étais là de mes réflexions, devant ma feuille qui restait désespérément blanche, et j'ai réalisé que de toute façon, il allait bien falloir que je défende quelque chose. Que je propose une démonstration correcte, c'était hors de question de n'avoir rien à dire et de me ridiculiser. Et puis qui sait, peut-être qu'en réfléchissant, j'allais moi-même changer d'avis. Alors je me permets une petite anticipation, c'est effectivement ce qui s'est passé. Il y a dans les hommes plus de choses à mépriser que de choses à admirer. Alors c'est facile à prouver pour Hitler, Néron, Dupont de Ligonnès, Judas, Kaboga, le docteur Mengele, Marie Tudor, Canafi, Pinochet, Robespierre, Pol Pot, Lénine, je peux continuer. L'admirable Pierre serait donc la seule exception qui confirme la règle. Si on reprend le sujet, la question revient finalement à un problème de mathématiques. Et ça, ici, normalement, on aime bien. En fait, c'est juste une relation d'égalité, enfin, un supérieur ou égal à démontrer. Il faut que je démontre que la quantité de méprisables chez l'homme est supérieure ou égale à la quantité d'admirables chez l'homme, et ce, malgré l'existence de Pierre. Alors, c'est parti. Je commencerai par avancer que l'homme est méprisable par définition même du mot mépris. Mépriser quelqu'un, c'est le dédaigner, c'est faire peu de cas de lui, parce qu'il n'est rien, ou en tout cas pas grand-chose. Mépriser l'homme, c'est donc estimer qu'il n'est que peu de choses, qu'il n'est que poussière et redeviendra poussière. Yankelevitch l'a d'ailleurs dit, l'homme est infiniment petit par rapport à l'infiniment grand, ce qui le réduit presque à zéro. Et effectivement, l'homme n'est pas grand-chose à l'échelle de la création. Pierre a beau être grand, je suis désolée Pierre, il reste tout petit, j'irais même jusqu'à dire méprisable, à l'échelle de la création. Et Pierre ferait pas le figure face à une supernova thermonucléaire générant une onde de choc de près de 20 000 km/s. La méprise a aussi pour sens l'erreur. Quand on fait quelque chose par méprise, c'est qu'on le fait par erreur ou par inadvertance. On pourrait donc dire qu'il y a beaucoup de choses à mépriser chez l'homme, dans le sens où il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets, au sujet desquels on peut se tromper le concernant. Est-ce que je connais vraiment Pierre? On ne connaît jamais complètement quelqu'un, on n'en a jamais fait le tour, donc on se trompe à son sujet. Dans Belle Amie, par exemple, nombreuses sont les femmes qui se sont complètement trompées sur le compte de Georges Duroy, ambitieux et séducteur. Et c'est en faisant ces erreurs, par méprise, que parfois on découvre un nouvel élément de la personnalité de l'autre. Figurez-vous par exemple que j'ai découvert il y a peu que Pierre adore le réglisse. Le réglisse. Alors je vous laisse juger, mais moi ça m'a profondément déçue. En se penchant donc sur la simple définition du mot mépris, j'avais déjà complètement changé d'avis. C'est ensuite sur la nature même et les actes de l'homme qu'il a fallu que je me penche. Il n'est finalement pas très difficile de démontrer que l'homme est un conglomérat de choses méprisables, sans intérêt, qui inspirent les dégoûts. L'homme est en fait comme saucissonné, pétri de défauts qui constituent sa nature propre. De quoi nous sommes faits? Des 7 péchés capitaux contre lesquels nous devons lutter. L'orgueil, la gourmandise, surtout quand il s'agit de réglisse, la paresse, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie. Mobiles pour commettre tous les crimes. Ces vices sont en nous, tous ou en partie, à petite ou à grande échelle, et même à toute petite échelle dans le cas de Pierre. Ils constituent notre âme, et cela doit être jugé avec le plus grand mépris. C'est le moi profond de l'homme. L'homme est donc pétri de choses méprisables, mais pas seulement. Il agit aussi de manière méprisable. Dans la Bible, par exemple, le premier acte de l'homme et de la femme, c'est d'essayer de tromper la confiance de Dieu et d'être mis en dehors du paradis. Au paradis, saint des saints, nous n'avons même pas été corrects. Alors si ça, ce n'est pas méprisable, et je ne parle même pas du scandale de la finale de Koh-Lanta mardi dernier. Vous me direz, si nous restons dans ce thème de la religion chrétienne, nous avons des saints qui, eux, ont essayé de faire les meilleures choses possibles. Et ça, c'est pas méprisable. Alors certes, mais il s'agissait de racheter la plupart du temps des actes terribles. Saint Paul, par exemple, avant d'être Saint Paul, persécutait les chrétiens. Et puis, le loup est devenu un agneau quand il a croisé le chemin de Dieu, Dieu que Paul se permettait avant de mépriser. Il a construit sa sainteté
en opposition avec des actes moralement condamnables. Si nous ne pouvons pas nier que saint Paul est un saint, il est tout de même parti de très très bas. Il est admirable, soit, mais il est admirable d'avoir éteint en lui des choses méprisables. L'homme est donc méprisable par sa nature même et par ses actes. Et enfin, je me suis intéressée à ses créations. Et là aussi, le verdict est sans appel. Même ce que nous créons, ce qui fait que l'homme est un artiste, même ces choses qu'il invente, ce beau qu'il met en scène, est souvent méprisable et dégoûtant. Nous avons tous étudié Guernica en cours. Vous savez, le tableau préféré des profs d'espagnol. Bon, c'est une œuvre magistrale et magnifique, mais c'est aussi le symbole de la montée du fascisme et du nazisme en Europe, avec cet énorme cheval qui crie sa douleur vers le ciel. Lorsque l'homme est un artiste, il évacue de l'homme sa part la plus méprisable. Et que dire aussi du peintre du roman de Zola, l'œuvre qui, en voyant son enfant mort, court chercher sa palette pour le représenter et peindre une nature morte. Camus le savait bien aussi, puisqu'écrivain lui-même, il faisait apparaître dans sa littérature les pires bassesses de l'être humain, les choses les plus méprisables auxquelles nous croyons échapper, que nous croyons évacuer en les peignant ou en les représentant pour mieux les maîtriser. Notre beauté, nos créations, sont donc construites sur notre bassesse. Même notre beauté est méprisable, et il ne nous reste donc plus qu'à réussir notre mort et à essayer de réintégrer ce paradis dont nous avons été renvoyés. Mais je crains fort que notre mort ne soit à notre image, méprisable, et que nous devions franchir la terrible porte des enfers de Rodin pour nous retrouver chez Sartre, huis clos effrayant avec des monstres, ou dans l'enfer d'Orphée dont on ne peut ressortir, en enfer avec ce terrible donjon et bien d'autres. Nous sommes pétris de choses méprisables, créons des choses méprisables, et agissons de façon méprisable. Et de toute façon, une qualité amène l'orgueil. Donc, il y a quantité au moins égale de méprisable que d'admirable chez l'homme, puisque l'orgueil est méprisable. Économiste sans vision, avocat aux causes obscures, chercheur qui ne trouve pas, transhumaniste complètement délirant, faux artiste en quête de laideur, terroriste à la Kalachnikov, gourou sans scrupules, mais pas sans disciples, fanatique de tout poil, sont méprisables par leur orgueil, leur ambition, leur volonté de puissance, leur goût du profit, du pouvoir ou même des deux. Tout homme, moi, vous, paralysés par nos secrets intimes, soumis à nos passions tristes, nous le prouvons. Il y a plus de choses méprisables qu'admirables chez l'homme. Alors, constatation digne du misanthrope, j'en suis consciente, mais comme celui-ci l'a dit lui-même, ce n'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Donc finalement, il n'est peut-être pas plus mal que je n'estime globalement que Pierre, même si son existence a tout de même failli mettre bien à mal ma démonstration. Puis finalement, je ne suis pas sûre qu'il soit si admirable que ça, puisque je viens de montrer qu'il avait tort. Merci. Bonsoir. Bonsoir. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Et pourtant, il tombe amoureux. Alors, pour en revenir comme voie des termes mathématiques, est-ce que voir l'homme comme un conglomérat de choses méprisables, ce n'est pas simplement une vision à l'ordre 1 ? Je suis nulle en maths. Je suis désolée, je comprends pas. Je peux pas répondre. C'est une approximation. Non, je pense pas. La question, elle est claire. Est-ce que l'homme est admirable ou est-ce que l'homme est méprisable ? Enfin, est-ce qu'il est plus admirable ou plus méprisable ? Et donc, effectivement, il va falloir répondre à une relation, répondre à cette équation, répondre à cette inégalité. Donc, c'est pas une approximation, c'est juste répondre à la question. Quel travail doit faire l'homme sur soi-même pour être moins méprisable ? Prendre Pierre pour exemple, je pense. Non, je plaisante. Je pense qu'il faut essayer de se sortir de sa condition, essayer de s'élever, même si, c'est sûr, moi j'en suis convaincue, et même si c'est très négatif, ça servira quand même à rien. Mais je pense qu'on est quand même plus heureux quand on essaie à tout prix de faire des belles choses. Donc, quitte à être quelqu'un de méprisable, autant être heureux.
Deux questions pour vous. La première, c'est sur votre référence à Georges Duroy. Du coup, est-ce que vous estimez qu'il est méprisable ou est-ce que vous estimez qu'il est admirable? Bah, comme tout le monde, il est méprisable. Et en particulier, enfin, je trouve que chez lui, c'est plus facile à démontrer que chez Mère Teresa. Parce qu'il est ambitieux, il a, pardonnez-moi l'expression, des dents à rayer le parquet, et il ment. Donc il a ces défauts-là, ces 7 péchés capitaux qu'on connaît, et qui permettent quand même d'identifier assez rapidement les personnes... Enfin, même si tout le monde est méprisable, on peut peut-être faire un classement des gens plus ou moins méprisables. Et deuxième question, puisque vous avez cité une liste d'hommes méprisables, dans cette liste, il y a des gens que moi j'admire, mais je peux dire lesquels plus tard. J'aimerais savoir... Tout le monde est méprisable. J'aimerais savoir du coup quelle est la vôtre de liste. Qui sont les hommes méprisables? Quel est l'homme le plus méprisable? Enfin, la personne la plus méprisable, même question qu'à Pierre, et la personne que vous admirez le plus. Bah, je pense que la personne que j'admire le plus, je l'ai bien dit, c'est Pierre. La personne que j'admire le moins, étonnamment, c'est aussi Pierre, parce que moi je déteste les menteurs, je déteste les hypocrites, et je déteste les gens qui défendent des thèses dans lesquelles ils ne croient pas. Donc c'est Pierre. Alors, moi, vous m'avez mis dans un embarras sans aucune mesure. Vous avez cité, au rang des gens à mépriser, Robespierre. Je connais une personne que je ne citerai pas, vu qu'elle est à ma droite, qui est un fanatique extrémiste de Robespierre. Du coup, est-ce que je dois le mépriser puisqu'il admire quelqu'un qui est définissable comme méprisable? Bon, de toute façon, vous devez mépriser tout le monde. Non. Je pense que il faut différencier... Enfin, non. Je ne pense pas que vous deviez le mépriser pour cette raison-là. Parce qu'on ne maîtrise pas quelqu'un pour ses convictions, pour ses croyances. Donc non. Je pense que vous devez le mépriser parce que c'est un homme. Pas un homme au sens d'un homme, attention, un homme ou une femme. Hein. Et je savais que je prenais des risques en citant des gens comme ça à la volée, mais de toute façon, tout le monde est méprisable selon ma thèse, donc c'est pas non plus très grave. Et là, j'ai choisi des gens des personnages historiques, des personnages historiques qui sont connus pour globalement le nombre de personnes, les régimes de terreur qui sont instaurés, d'où Robespierre, ou le nombre de personnes qu'ils ont indirectement fait tuer. Donc voilà. Si je ne me méprends pas, je crois que c'est admirablement tout. Merci. Merci à nos 6 candidats. Merci. Cher public, pardon, restez ici. Les collègues vont vous distribuer des papiers pour que vous puissiez voter. Vous voterez 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pour constituer le prix du public. Et cher jury, veuillez me suivre et je vais vous accompagner dans l'amphithéâtre d'à côté. Vous allez pouvoir débattre. Vous aurez le temps que vous souhaitez. Bien, merci à toutes et à tous pour ce superbe concours d'éloquence. Je pense que déjà on peut applaudir tous les candidats et toutes les candidates. Du coup, donc je commence par le dernier, c'est ça? Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous annonce le classement de ce soir. En 3e position, pour la vigueur de son discours, la tonalité vibrante de son propos et les joies célestes qu'il nous a apportées, Philippe. Parce que ce soir, cet orateur a eu de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et que franchement, ça pétait le feu. Sixtine.
Et parce que cette personne a su, malgré la difficulté que c'est d'assumer, de renoncer à l'humour, de renoncer à la gaieté, qui sont des leviers aisés, parce que cette personne a su nous prendre par les tripes pendant tout son discours, avec profondeur et intelligence, Ava. Alors, nous n'avions le droit de désigner que 3 vainqueurs et c'est franchement dommage parce que ce soir, en vérité, pour nous, il y en avait 6. Alors pour le prix du public, on n'a qu'un seul vainqueur, nous, malheureusement, mais comme ils l'ont dit, vous êtes tous des vainqueurs. Et donc ça a été très serré, mais le public a désigné comme vainqueur Ava également. Bah, peut-être un mot pour la fin, quoi. Je conclue. Bah, merci à tous d'être venus. Merci aux membres du jury d'avoir été présents et d'avoir écouté tout le long nos 6 candidats. Merci à eux pour leur performance. C'est pas un travail facile, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience globalement dans ce domaine. Et donc, bravo à vous pour votre courage et vos performances que beaucoup n'auraient pas fait. Et on espère vous retrouver une prochaine fois pour des futures éditions parce que c'était la première et je pense que c'est un succès et qu'il faut continuer. Merci à tous.